Missiles. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie s'est appuyée sur ses énormes stocks de missiles pour bombarder les villes ukrainiennes. Des missiles balistiques Iskander et des missiles de croisière lancés depuis des avions loin du front ont dévasté la population ukrainienne. Mais cela est sur le point de changer. La puissance des missiles russes s'effondre. La stratégie de guerre de Vladimir Poutine est à l'agonie. Le dirigeant russe doit désormais accepter que la Russie ne peut plus frapper l'Ukraine aussi durement qu'avant, avec ses missiles. C'est ce qu'affirme Stéphane Korchak, qui a écrit un article pour le Kiev Post, soulignant que la capacité de la Russie à frapper l'Ukraine avec des missiles de croisière lancés par bombardier est environ la moitié de ce qu'elle était en 2024. C'est un pilier de la projection militaire russe à longue portée, qui disparaît sous les yeux de Poutine. Selon le Kiev Post, basé sur les données de la force aérienne ukrainienne et d'autres sources, la flotte de bombardiers russes compte moins d'appareils opérationnels. Selon Korchak, les fabricants russes livreraient moins de missiles aux bases aériennes. Les chiffres le confirment, affirme-t-il. Le groupe ukrainien de recherche sur la sécurité a indiqué le 19 août que la flotte principale de bombardiers russes a tiré en moyenne 33 missiles de croisière par mois en avril et mai 2025. En juin et juillet, ce nombre est tombé à 19, suggérant que la Russie manque de bombardiers, de missiles ou des deux. Les frappes de missiles russes sur les villes ukrainiennes sont moins percutantes. Oui, la Russie compense en envoyant un nombre record de drones en Ukraine. Cependant, les véhicules aériens sans pilote, même chargés d'explosifs, ne sont pas capables de causer autant de dégâts que des missiles de précision. Ils sont aussi plus vulnérables à la guerre électronique, ce qui en fait un mauvais recours contre des missiles plus puissants, même s'ils peuvent être lancés en plus grand nombre. Il faut préciser qu'une diminution du nombre de missiles ne signifie pas leur absence. Les frappes de missiles de la Russie contre l'Ukraine ne se sont pas complètement arrêtées. Elles ont simplement énormément ralenti par rapport à ce qu'elles étaient, il y a seulement quelques mois. Cela pose la grande question. Pourquoi ? Une grande partie de la réponse réside dans quelque chose que l'Ukraine a réussi à accomplir, justement, au moment où les frappes de missiles de croisière de la Russie utilisant des bombardiers lourds ont commencé à diminuer. Opération Toile d'araignée. Pendant la guerre en Ukraine, cette opération marquante a permis à l'Ukraine d'introduire discrètement des dizaines de drones vus à la première personne en Russie, cachés dans des conteneurs sur des remorques de camions. Ces camions ont passé la frontière vers la Russie et étaient stockés dans des entrepôts loués ou achetés par le service de sécurité d'Ukraine, probablement via des agents en Russie. Quand le moment est venu, le service de sécurité d'Ukraine a engagé des chauffeurs russes ignorants du contenu pour transporter des camions à des coordonnées précises en Russie. Des camions ont stationné, les conteneurs cachés ouverts, et des dizaines de drones ukrainiens ont attaqué 4 bases aériennes russes abritant les bombardiers capables de lancer les missiles évoqués par Korchak. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont l'Ukraine a mené cette attaque audacieuse dans notre vidéo, qui a couvert chaque étape, ayant permis de faire de cette opération spectaculaire un succès en juin dernier. L'essentiel ici n'est pas la façon dont l'Ukraine a mené l'opération Toile d'araignée, mais ce qu'elle a accompli. Un rapport du 19 août d'Informator signale que l'opération Toile d'araignée a détruit ou endommagé 41 avions russes, dont des bombardiers stratégiques comme le Tupolev 95 et le Tupolev 160 M1. La source affirme que ces 41 appareils constituaient environ un tiers de l'aviation stratégique russe. Cela a provoqué la forte baisse des attaques de missiles russes, observées en juin et juillet. Comparée à avril et mai 2025, cette baisse s'élève à 42% selon Informator. C'est pourquoi l'opération Toile d'araignée était si essentielle. Après les frappes du service de sécurité d'Ukraine, l'armée russe a dû déplacer les avions restants vers des aérodromes éloignés, compliquant leur utilisation. Une partie des bombardiers est en réparation longue, précise Informator. Le Kremlin ne peut plus lancer d'attaques aussi massives qu'avant, et chaque vol de l'aviation stratégique épuise davantage les ressources déjà limitées des avions russes. Cette information provient directement de sources au sein du service de sécurité d'Ukraine, affirme Informator, et elle met en évidence à quel point cette seule opération de drone a réussi à affaiblir massivement la flotte de bombardiers stratégiques de la Russie. Les bombardiers détruits ou endommagés ne peuvent plus voler. Si ces appareils ne volent pas, ils ne peuvent plus lancer de missiles de croisière sur l'Ukraine. Même si la Russie a d'importants stocks de missiles prêts à frapper l'Ukraine, ils sont beaucoup moins utiles. Parce qu'il y a maintenant un goulot d'étranglement. On ne peut lancer qu'un nombre limité de missiles quand un tiers de la flotte de bombardiers a disparu, et la diminution du nombre de frappes que nous observons actuellement en est la preuve.
Cependant, aussi importante que fut l'opération Toile d'araignée pour réduire drastiquement la capacité de lancement de missiles de la Russie, d'autres facteurs entrent en jeu. Et le deuxième de ces facteurs nuit activement à la capacité de la Russie à fabriquer davantage de missiles, ce qui a un impact direct sur les stocks. Nous parlons ici des sanctions occidentales. Bien que des centaines de pages aient été écrites pour débattre de l'efficacité ou non des sanctions imposées par l'Occident à la Russie depuis que Poutine a lancé son invasion. Ces mesures restrictives affectent clairement la fabrication de missiles en Russie. Actuellement, Korchak explique dans le Kiev Post. Le complexe militaro-industriel russe fabrique chaque mois 30 à 50 missiles de croisière aériens. C'est un nombre faible, vu l'importance des missiles pour la Russie durant la guerre. Cependant, cela suffit à couvrir les plus de 30 missiles de croisière lancés chaque mois sur l'Ukraine en avril et mai. Cela n'inclut pas ce que la Russie veut lancer sur l'Ukraine, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Korchak dit que le service de renseignement militaire ukrainien, ou service de renseignement militaire ukrainien, note que le Kh-59 est le missile de croisière le plus courant que la Russie fabrique, du moins en termes de quantité. Ce missile est aussi souvent utilisé lors des frappes contre l'Ukraine. Le Kh-59, avec une portée de 285 km, selon Army Recognition, peut être lancé à l'arrière du front, pour viser des cibles et villes ukrainiennes. Il est également rapide, avec une vitesse maximale de 1050 km/h, ce qui le rend difficile à intercepter pour la plupart des systèmes de défense aérienne modernes. Si le missile atteint sa cible, il libère une force explosive de 320 kg, soit 10 fois la charge d'un drone Shahed standard. La Russie adore le Kh-59, et elle est obligée d'en fabriquer beaucoup moins, à cause des sanctions occidentales. Korchak affirme que ce missile contient de nombreux composants de sociétés américaines telles que Maxim Integrated Products, Cyprus Semiconductor, Texas Instruments, Intel et environ 6 autres. La Russie a également besoin de composants de M Technology en Suisse et de la société néerlandaise NXP Semiconductor. Aucune de ces entreprises n'est sanctionnée, car ce sont des entreprises occidentales, donc les sanctionner serait contre-productif. Vous croyez qu'ils fournissent à Poutine les pièces du Kh-59? Non. La Russie sait toujours produire des Kh-59. Selon Korchak, les sanctions ont réduit, mais pas supprimé, l'accès de la Russie à ces pièces essentielles. Il fait probablement référence au fait que, à notre connaissance, toutes ces entreprises sont libres de vendre leurs composants à n'importe quel autre pays, sauf la Russie. La Russie peut obtenir les pièces américaines et européennes via d'autres pays, mais c'est plus laborieux que l'achat direct. L'Occident surveillera aussi les entreprises intermédiaires pour la Russie et sanctionnera celles qu'il identifiera. Le Kh-101 que Korchak juge être le missile de croisière russe le plus avancé ne s'en sort guère mieux. Ce missile est fabriqué à l'aide de 138 composants militaires spécifiques, dont la plupart sont fabriqués aux États-Unis. Les autres composants sont produits à Taïwan, au Japon, aux Pays-Bas et en Chine. Un seul de ces pays entretient actuellement une relation assez forte avec la Russie pour fournir à Poutine ce dont il a besoin pour ses missiles. En fait, Taïwan a déjà mis en place une interdiction qui empêche la vente de composants à double usage, comme ceux utilisés dans le Kh-101 à la Russie. C'est un autre goulot d'étranglement. Si l'Ukraine créait un goulet entre les bombardiers russes et leur stock de missiles, cela réduirait les lancements. En raison du fait que la Russie ne dispose pas des avions dont elle a besoin, les sanctions occidentales créent un goulot d'étranglement dans l'approvisionnement. La Russie pourrait produire plus de missiles. Elle ne se limiterait pas à 30-50 par mois si c'était impossible. Le goulot d'étranglement empêche la Russie d'approcher sa capacité maximale de production. Les stocks de missiles de croisière et d'autres munitions deviennent aussi problématiques pour la Russie. En mai, le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles sanctions juste avant l'Union européenne, qui a aussi adopté son 17e paquet contre la Russie. Les sanctions du Royaume-Uni comprenaient plusieurs mesures qui, selon lui, affecteraient les chaînes d'approvisionnement des systèmes d'armes létales russes, y compris les missiles Iskander. Cela protégera des vies ukrainiennes et notre sécurité en affaiblissant l'armée russe. Les Iskander sont des missiles balistiques. L'Occident se concentre maintenant sur ces armes longues, portées pouvant transporter des ogives nucléaires, après avoir ralenti la production de missiles de croisière russes. Donc, ce que nous avons jusqu'à présent, ce sont deux facteurs qui ont entraîné l'effondrement de la puissance de frappe des missiles militaires russes au cours des derniers mois. L'opération Toile d'araignée a détruit un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques russes, réduisant le nombre d'appareils disponibles pour les frappes de missiles. Avec des sanctions occidentales plus strictes, la Russie ne peut plus produire autant de missiles de croisière qu'avant. Pour d'autres, cela suffirait. Pas pour l'Ukraine, qui dispose de plateformes de lancement et de composants. L'Ukraine a introduit un troisième facteur pour limiter la capacité de frappe de missiles de la Russie.
Elle cible les sites produisant des missiles russes. On compte au moins 4 frappes de ce type depuis fin mai, moment où les frappes de missiles russes ont diminué d'intensité. Le 22 mai, Odessa Journal a annoncé que l'Ukraine avait réussi une frappe de drone contre une usine de missiles Koplardi et de lance-roquettes dans la région de Toula, en Russie. En fait, il y a eu 2 frappes. Celle du 22 mai a suivi une attaque similaire plus tôt ce mois-ci. La frappe a visé un atelier, déclenchant un incendie qui a aussi touché un poste électrique. 1 mois et demi plus tard, le 1er juillet, TVP World a annoncé que des drones ukrainiens avaient frappé l'usine de missiles Koupol à Ijevsk, capitale de l'Oudmourtie en Russie. Cette frappe était impressionnante car l'Ukraine a envoyé des drones à plus de 1300 km en territoire russe. Des sites de production et stockage ont été touchés, illustrant la capacité de l'Ukraine à détruire des composants utilisés par les fabricants de missiles russes. En août, 2 frappes en 2 jours ont encore affaibli la production de missiles de la Russie. Le 11 août, des sources du service de sécurité d'Ukraine ont indiqué au Kiev Independent que des drones ukrainiens avaient frappé une usine de composants de missiles à Nijni Novgorod. Cette fois, les frappes visaient une usine produisant ordinateurs de bord, systèmes de contrôle, composants et gyroscopes pour plusieurs missiles russes, dont le KH-101 mentionné plus tôt. Le lendemain, le Kiev Post a indiqué que l'Ukraine avait attaqué par drone l'usine d'hélium russe à Orenbourg. L'hélium étant essentiel à la fabrication des missiles, cette frappe représente un nouveau revers pour la production de missiles en Russie. Il ne s'agit clairement pas de frappes isolées. Elles font toutes 2 parties d'une vaste campagne de frappes en profondeur que l'Ukraine mène pour affaiblir la machine de guerre russe. Ces frappes ciblent les stocks de missiles russes, alors que les goulets d'étranglement sont déjà présents. L'Ukraine veut empêcher la Russie de produire de nouveaux missiles, même si elle surmonte les défis des bombardiers et des sanctions. Ces 3 aspects sont désormais considérés. L'Ukraine et l'Occident doivent seulement durcir les sanctions et intensifier les frappes. Et cela érodera les restes de la puissance de missiles russes, qui s'effondrent déjà. Bien sûr, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'Ukraine agit ainsi, notamment ce que nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo. Moins la Russie lancera de missiles, moins de civils ukrainiens mourront lors de ces frappes brutales sur les villes. Le nombre de morts civils en Ukraine est inconcevable tant il est élevé. Cela démontre que Vladimir Poutine est plus qu'heureux de commettre des crimes de guerre flagrants s'il pense que cela lui permettra d'obtenir ce qu'il veut. La Russie pourrait prétendre viser des cibles militaires avec ses missiles, alors qu'elles se trouvent en réalité dans des villes ukrainiennes. Cependant, la réalité sur le terrain est que 13 883 civils ukrainiens, dont 726 enfants, ont été tués. Entre la date à laquelle Vladimir Poutine a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale et le 31 juillet 2025 selon Statista. La même période a également entraîné 35 548 civils blessés, dont 2234 enfants, ajoute Statista. Ce ciblage des civils est très délibéré. L'offensive aérienne russe, quotidienne dans la guerre, cherche à terroriser les civils et rendre de larges zones d'Ukraine inhabitables. Le Conseil de l'Atlantique l'a annoncé en mai. Poutine tente de briser la volonté collective de l'Ukraine par ce qui ne peut être décrit que comme des actes de terrorisme. Et les missiles ont joué un rôle clé dans sa stratégie. Mais les chiffres ne sont plus en sa faveur. Nous avons déjà évoqué la baisse marquée des attaques de missiles russes entre avril-mai et juin-juillet 2025. Korchak note dans le Kiev Post qu'entre 2024 et 2025, la baisse des frappes de missiles est encore plus marquée. Borchak indique qu'en août 2024, les bombardiers russes ont tiré 80 à 90 missiles de croisière sur l'Ukraine. En novembre 2024, la Russie a mené autant de frappes, sans parvenir à détruire les infrastructures énergétiques ukrainiennes. En juillet 2025 dernier mois, avec des chiffres de Korchak, la Russie n'a lancé qu'environ 30 missiles de croisière. Août semble prêt à poursuivre cette tendance à la baisse, fait remarquer Korchak. Ce qui signifie que les 3 facteurs dont nous avons parlé dans cette vidéo commencent à avoir un effet. La Russie rencontre de graves difficultés dans la production de ses missiles. Et ce problème en entraîne un autre, à savoir que la Russie dépend de plus en plus de ses rares alliés capables de la soutenir pour combler ses lacunes en missiles. La Corée du Nord est l'un de ses alliés, et CNN a indiqué en mai qu'elle avait envoyé au moins 100 missiles balistiques à la Russie. L'Iran, connu pour ses drones Shahed, s'est aussi impliqué dans la fourniture de missiles à la Russie, en plus des 11 000 soldats et millions d'obus d'artillerie. En septembre,
Le Conseil de l'Atlantique a rapporté qu'Antony Blinken avait révélé que l'Iran livrait à la Russie des missiles balistiques à courte portée. Sans doute car l'Iran veut acquérir des chasseurs Su-35 russes et des systèmes de défense S-400. Voilà le problème. Plus Poutine accepte l'aide des alliés de la Russie, plus il devient dépendant d'eux. La Russie doit déjà beaucoup à la Corée du Nord et à l'Iran pour leur aide. Avec le déclin de la puissance des missiles russes, Poutine devra demander plus d'engagement aux deux pays pour son soutien. Tous ces services seront finalement réclamés. La Corée du Nord et l'Iran pourraient grandement profiter de l'aide technique et des informations russes pour leur programme nucléaire. Poutine, désespéré de gagner en Ukraine, pourrait risquer de rendre deux puissances nucléaires imprévisibles. Aussi déstabilisant que ce soit, cela montre Poutine comme un dirigeant faible, ce qui est une victoire pour l'Ukraine. Les problèmes de missiles russes forcent le pays à utiliser plus de drones dans ses raids aériens qu'à tout autre moment de la guerre. En juillet, la Russie a dépassé son record du mois précédent avec 6297 drones lancés contre l'Ukraine en un mois. En juillet, la Russie a également battu son record quotidien de drones le 9 juillet lorsqu'elle a envoyé 741 drones pour attaquer diverses cibles en Ukraine. Le mois d'août n'a pas vraiment connu de ralentissement. Quelques jours seulement après avoir rencontré le président américain Donald Trump en Alaska, Poutine a ordonné une frappe contre l'Ukraine comprenant 270 drones et 10 missiles. L'écart entre le nombre de drones et de missiles lancés lors de ces frappes s'accroît. Nous ne dirons pas que les drones ne posent pas problème à l'Ukraine. Ils en posent. Plus tôt dans la vidéo, nous avons dit que les drones frappent moins fort que les missiles et sont plus vulnérables à la guerre électronique ukrainienne. Les Shahed russes se déplacent aussi bien plus lentement que les Kh-59 selon Army Recognition. Le Shahed 136 atteint 114 miles par heure, soit environ 500 miles par heure, de moins que les missiles privilégiés par la Russie. La Russie développerait un drone longue portée atteignant 500 miles par heure, selon Business Insider du 31 juillet. Cependant, ce drone ne semble pas encore prêt, laissant les Shahed beaucoup plus lents, qui sont des cibles bien plus faciles pour les défenses aériennes ukrainiennes. Encore une fois, l'Ukraine doit gérer un grave problème de drones russes, qui aurait pu être évité si la Russie pouvait encore produire assez de missiles pour soutenir l'intensité des frappes voulues par Vladimir Poutine. La combinaison des sanctions, de l'opération Toile d'araignée et des attaques de drones ukrainiens contre la fabrication de missiles russes était parfaitement calculée pour dévaster la puissance de frappe de la Russie en matière de missiles. Elles ont marché. L'Ukraine doit juste maintenir la pression pour faire tomber les missiles russes. Les frappes ukrainiennes ne ciblent pas uniquement les usines de missiles russes. Au contraire, 2 frappes massives ont paralysé la chaîne d'approvisionnement terrestre et maritime de la Russie. Plus d'informations dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur la stratégie de l'Ukraine face à la Russie. Merci de nous suivre.